Est-ce que Ethereum est mort? C'est la question qu'on me pose depuis au moins 5 mois, heu et c'est légitime. J'avoue que c'est légitime parce que tout simplement, on voit un Ethereum au niveau du prix qui ne performe pas par rapport à Solana. On compare souvent les 2, Solana et Ethereum, heu, alors que vraiment il y a rien à voir, il y a rien à voir, c'est pas comparable en fait. Mais on voit, un nombre d'utilisateurs décroissant, un nombre d'utilisateurs, fréquents, sur Ethereum qui est décroissant. On voit également, des fees, qui sont captés, qui sont moindres, enfin un CA qui est décroissant également au niveau d'Ethereum. Mais je vous le dis, c'est une renaissance qui va avoir, en tout cas c'est ce que je pense et je vais appuyer ces faits-là par 3 choses. La première chose, par le cycle de vie d'un actif. Donc ça, je vais vous montrer après, mais c'est le premier prisme de lecture qu'on va utiliser. Le 2e, c'est vraiment l'analyse on-chain. Qu'est-ce qui se passe on-chain? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou vraiment ou est-ce que c'est normal en soi? Et le 3e prisme, bah, effectivement, le prix. Donc au-delà du prix, la structure graphique que nous propose Ethereum. Donc c'est parti, let's go. Le premier prisme de lecture, c'est le cycle de vie d'une crypto. Donc ça, c'est des études qui ont été faites, des travaux en fait qui ont été effectués par Phil Herricks. Bon, il est plus sur Twitter maintenant, il est essentiellement que sur YouTube et vous pouvez le suivre. Donc du coup, c'est Pro Indicator. Donc Pro Indicator, clairement, c'est une machine de guerre. Je l'ai eu en live une fois. Il a délivré une valeur incroyable et en plus de ça, c'est une très bonne personne. Donc je vous invite à aller le suivre. Euh, ce cycle de vie, en fait, va permettre de pouvoir, comprendre comment fonctionne, en fait, le cycle de vie, en fait, d'une crypto et comment on peut se positionner par rapport à ce qu'on veut obtenir dans ce cycle, OK? Donc, je vous explique ça rapidement. La première chose, c'est ici, donc le cycle de lancement, on va dire, le cycle de là où ils vont lever de la dette. Donc ici, on voit que la dette est levée auprès de VC, des venture capital, des investisseurs privés en soi, vont lever des capitaux auprès de ces investisseurs et vont pouvoir donc du coup lancer leur projet en IPO, en ICO ou en launchpad. OK? Donc ils vont lancer leur projet. Ensuite, on a potentiellement un cycle de hype. Je dis potentiellement parce qu'il y a il y a des projets qui meurent avant le cycle de hype. Donc clairement, il y a énormément de projets, hein, qui meurent avant. Et donc là, on a potentiellement un cycle de hype de par le fait que bah, le projet va lever de la dette et va investir énormément en marketing. C'est comme ça que font les projets principalement. Donc, ils investissent en marketing, ils se font connaître, ils ont des utilisateurs, ils donnent à foison en fait des airdrops, des trucs, des machins pour se faire connaître et pour que les utilisateurs utilisent leurs produits, leur blockchain en soi. Donc, ce cycle de hype va permettre donc du coup aux VC, hein, aux investisseurs, il ne faut pas oublier que des investisseurs privés ont investi et ont eu du jeton moins cher que pas cher. Et donc, ils vont pouvoir récupérer leur investissement dans cette période-là, pendant la période de hype. Ensuite, bah, clairement, vu que des gros investisseurs vont récupérer leur investissement, donc du coup, il va y avoir donc du coup une décroissance au niveau du prix du market cap là-dessus. Donc ici, on a le pic de hype et on va avoir le pic de dette également qui va augmenter. Parce que tout simplement, bah, le projet va pouvoir bah, du coup expérimenter donc du coup leur premier bear market. Bah, effectivement, les investisseurs ont lancé le jeu. Maintenant, ils disent bah, hey guys, maintenant faut se démerder. J'espère que vous avez un produit qui fonctionne et que vous avez des acheteurs derrière. Parce que si nous, voilà, on va pas réinvestir on va pas réinvestir là-dessus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc et pour le projet également, le projet s'est fait de l'argent pendant la hype et qui a normalement, on construit une trésorerie et cette trésorerie, bah, du coup, ils vont la réinvestir dans le projet pour sortir des produits, sortir quelque chose qui va attirer une clientèle qui serait capable de payer pour ce produit-là. Donc, c'est ce qu'on voit, hein, ici, mais sauf que la hype, elle décroît. On a un prix
qui se désapprécie, je dirais, qui se désapprécie, donc qui décroît et qui n'a plus aucune, qui tombe dans les abysses. Et c'est normal en soi, c'est un cycle de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. On a également cette courbe qui est intéressante, donc c'est la courbe de net loss, c'est-à-dire ça c'est la courbe de perte en fait, la perte sèche. Effectivement, vu qu'ils ont levé de la dette et qui ne génèrent pas de revenus, le revenu qui est cette courbe-là en pointillé, en gros pointillé là, il génère très peu de revenus par rapport à la dette qui a été levée. Du coup, ils sont en net loss, c'est-à-dire qu'ils sont en perte sèche, donc ils réinvestissent tout dans le projet pour pouvoir faire croître en fait le projet. Cette courbe-là, elle arrive à un moment donné ici qui est un point pivot, qui est le seuil de profitabilité. Ok, donc je vous explique un peu toutes les courbes parce que ça peut être un peu bizarre au début. Bon, moi, ça l'était pour moi, je ne comprenais pas tout. Mais au final, quand on sait lire ce graphique, il est juste incroyable. Donc, on a parlé de la hype ici, on a parlé du revenu ici, on a parlé du seuil de profitabilité ici, on a parlé également de la dette qui arrive dans le pic de dette, et on a également cette courbe-là en gras, je dirais, qui est donc du coup la courbe d'adoption de la technologie en elle-même. Okay, de la technologie en elle-même. Donc ça, c'est la courbe de Gartner en soi. Non, celle-là, c'est la courbe de Gartner. Et celle-là, c'est une courbe d'adoption d'une nouvelle révolution, que ce soit Internet, peu importe, la voiture aussi. Et donc, on a une courbe d'adoption qui ressemble à ça. Et c'est intéressant de voir, en fait, comment reconnaître les projets, donc du coup, qui sont dans cette phase, en soi, dans cette phase qui, au final, est une phase de création puis destruction. Donc ici, on crée pas vraiment de valeur, mais on crée quelque chose, au moins. On crée quelque chose, puis ici, on va le détruire au niveau du prix, parce que du coup, des investisseurs, ils veulent ressortir en profit. Donc ici, dans la phase VC Momentum, ici, il y a une phase de destruction. Ok, il y a une phase de destruction pour du coup voir si le projet est résilient. Et ça fait partie du cycle de vie d'une crypto en soi. Et nous, ce qu'on veut avoir, nous, ce qu'on veut profiter, c'est ça en soi. C'est de cette partie-là, dans la partie où il va commencer à rentrer en growth. Donc la partie growth, c'est la partie de croissance, vraiment, quand par exemple Google était en growth, c'est-à-dire qu'il y avait tout le monde qui utilisait Google et ça a vraiment une partie de croissance. Et là, la partie value, nous, c'est ça au final qu'on veut profiter d'une crypto. Parce que c'est là où il y a le plus de cash à faire. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est pas vraiment là où il y a énormément de cash à faire. En termes de risque, reward, c'est beaucoup plus facile à faire du cash ici que là, au final. Que là, parce qu'ici, il y a énormément de risques par rapport au cash qu'on peut faire. Alors que là, le ratio est beaucoup plus sain. Vraiment. Beaucoup plus sain et beaucoup plus rentable aussi. Donc, tout ça pour dire que ces 3 dernières, je dirais ces 3 dernières, mais même ces 5 dernières années, on a énormément de cryptos qui sont dans un cycle VC Momentum. Donc, ils lèvent de la dette, ils dumpent, donc c'est-à-dire qu'ils vendent des jetons qu'ils ont eu pas cher sur la gueule des investisseurs, en soi, sur notre gueule à nous. Si tu es impliqué dans, par exemple, en 2021 sur des ICO, il y a 95% des ICO qui ont flanché, qui ne valent absolument rien aujourd'hui. Et j'ai investi sur pas mal d'ICO, ArtTrade, Galeon, des trucs comme ça. J'en ai investi sur une dizaine en pensant que je vais faire énormément d'argent. Mais aujourd'hui, j'en attends toujours et il n'y en a qu'une qui m'a donné, qui a sorti la tête de l'eau, c'est Ondo. C'est Ondo, la seule ICO que j'ai faite et qui m'a rapporté du cash. Bref, ici, donc, depuis, voilà, je reprends, mais depuis les 5 dernières années, on ne crée aucune valeur. Il y a un cycle de dette et de destruction. Nous, ce qu'on veut voir, c'est quelles cryptos seront capables de passer du momentum à la partie growth pour justement pouvoir profiter de ça. Et comment les identifier, comment se placer sur ces cryptos-là.
Ben, tout est écrit sur ce graphique. La première chose, c'est qu'il n'y a plus de hype sur le projet. Et pensez à Ethereum quand je dis ça. La première chose, c'est qu'il n'y a plus de hype. Donc, il n'y a plus de... Il n'a plus besoin de hype, en fait, pour être présent, pour être la deuxième crypto la plus capitalisée au monde. Il n'a plus besoin de hype. La deuxième chose, c'est qu'ils ils ont un revenu qui est conséquent, qui commence à vraiment, Ethereum, il génère du cash depuis assez longtemps quand même. Un revenu conséquent. Ils ont également un net loss qui est un net loss qui est en perte. Donc, on arrive à un seuil de profitabilité. Donc, le business en soi, le business Ethereum, devient profitable. Donc, on passe de la courbe rouge à la courbe bleue. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on a un cycle d'adoption également qui est croissant. Donc, ça, c'est le cas également. On a une base de développeurs qui développent sur Ethereum tous les jours, tous les mois, et qui ne peuvent pas se passer d'Ethereum. Même si je vous dis qu'ils construisent sur Base, c'est Ethereum. Base dépend d'Ethereum, donc c'est Ethereum. Donc voilà, ça c'est le cycle d'adoption et un cycle de dette également qui décroît. Ils ne doivent plus d'argent à qui que ce soit. Donc, du coup, l'argent qu'ils gagnent, ils peuvent le garder pour eux ou le réinvestir ou créer une trésorerie. Notamment, c'est ce que fait la fondation Ethereum qui est très solide. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est exactement la situation d'Ethereum. Plus de hype, le prix se désapprécie. Par contre, les revenus augmentent, les revenus augmentent, l'adoption augmente, la dette baisse également et on a un seuil de profitabilité qui est passé également. Donc, on va voir ça en termes de chiffres maintenant que vous avez compris tout ça. Juste avant, Solana mais clairement pas encore dans cette partie-là. Il est encore dans un cycle de hype, hein, clairement. Solana a encore des jetons à libérer. Solana a encore des jetons à libérer. Donc, ces jetons-là, à qui ils vont aller? À la team, à la fondation et également à des investisseurs. Donc, ces investisseurs-là, ils ont chopé du Solana peut-être à 2 centimes, pendant qu'aujourd'hui, il est à 120 $. Donc, ils ont quand même à un fois 600. Bref. Ce qui est important à savoir, c'est que moi, aujourd'hui, je veux choper des cryptos qui sont dans ces phases-là. Fini de me faire arnaquer, parce qu'au final, le but premier n'est pas d'arnaquer, mais au final, dans la finalité, on se fait arnaquer, parce qu'il y a tellement de projets qui se lancent et qui promettent des choses, mais qui ne livrent pas de produits, que derrière, on n'a pas de retour sur investissement. Donc, ces phases-là sont ultra risquées. Si tu veux, je répète, mais si tu veux vraiment capitaliser en crypto, c'est sur ces phases-là qu'il faut travailler. Et comment travailler sur ces phases-là? Justement, en reconnaissant, en identifiant les cryptos qui sont dans ce carré vert. OK? Donc, en termes de chiffres, on va aller voir tout ça. On va faire une comparaison de Solana et d'Ethereum, comme les gens ont l'habitude de faire au final, mais ça ne correspond à rien et je vais vous montrer pourquoi. Yes! Si ça t'intéresse d'avoir le grimoire du Jedi Crypto, le lien est juste en dessous. C'est là où je référence en fait l'ensemble de mes analyses crypto. C'est totalement gratuit, tu peux les avoir. Elles sont juste ici. Et par exemple, je te montre l'analyse de AAV que j'ai faite. Et ici, tu as les risques, les classifications, les catégories, les narratifs, le score également que je score moi-même. Aucun conseil en investissement ici, simplement de la mise en commun en fait de données qui est de valeur, des tableaux, des infographies, tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre le projet de A à Z. Et à la fin, également, je te mets mon avis pour que tu puisses avoir clairement ce que j'en pense et comment ou si je l'ai intégré dans mon portefeuille. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Let's go. Je te laisse reprendre la vidéo. OK.
Deuxième prisme de lecture, le bilan financier. Et ça, c'est très important également. Si tu investis en bourse et que tu ne regardes pas le bilan financier, ben, tu vas te faire avoir. Et c'est de comprendre comment fonctionne, en fait, est-ce que le business est rentable en soi. Donc, clairement, on va regarder tout ça ensemble. Donc, ça, on a un historique sur le bilan financier d'Ethereum depuis février 2022. Février 2022, en soi, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans et à l'époque, Ethereum cramait plus d'un demi-million par mois. C'est juste incroyable. Mais pourquoi? Parce que, enfin, pourquoi? Mais il faut comprendre que ici, sur cette ligne-là, en fait, c'est les fees captés. Donc, on va dire que c'est le CA, hein. C'est le chiffre d'affaires du business Ethereum. On va l'appeler ça, on va l'appeler comme ça. Donc, eux, en février 2022, ils captaient donc du coup 717 millions. Et derrière, ils vont cramer, donc du coup, en dépenses 1,2 milliard. Donc, quand on fait la différence entre ça moins ça, du coup, on va trouver donc 592 millions. Donc, clairement, c'est énorme. Ils cramaient énormément d'argent. Il fut un temps pour le réinvestir au final dans le business. Donc, 592 millions, pratiquement 1 milliard, pratiquement 1 milliard, 515. Et là, ça décroît pour arriver à un moment de seuil de rentabilité. Donc ici, en octobre 2022, si vous vous souvenez, ça a commencé le bull market, pas Bitcoin en tout cas, Bitcoin commençait à repartir en octobre 2022 et ici on a des fees captées de 100 millions et des expenses qui ont largement baissé. Donc à partir du moment où on génère du cash, il suffit de baisser les dépenses pour être rentable. Donc ici, hop, 5,8 millions. 125 000. Donc ici, voilà, profitable, mais pas de ouf, mais profitable. Ici, il crame un peu de cash. Ici, 12,8 millions de générés, 53 millions, 52 millions, 97. Et tout ça pour vous montrer que depuis octobre 2022, Ethereum génère du cash. Okay. Donc ici, effectivement, ça en crame de temps en temps, parce qu'ils réinvestissent, hein, c'est normal. Ils ont une trésorerie qui est solide. Voilà, 173 millions, ça crame du cash. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe depuis, donc du coup, depuis, depuis entre mars et avril 2024, il y a eu un pivot. Ce pivot-là a été fait que Ethereum ici capte moins de fees. Et c'est ça le vrai problème parce que ils ont fait une mise à jour en fait avec les Layer 2 qui permettaient en fait aux Layer 2 d'être un peu plus souverains. Sauf que du coup, ça a tapé sur le business d'Ethereum et donc du coup, Ethereum est passé moins rentable. Sauf que là, ils vont passer une nouvelle mise à jour et ce qui va permettre donc du coup de changer ça. Donc depuis avril 2024, il y avait vraiment eu un pivot sur Ethereum et depuis, il n'est plus rentable. Il crame du cash, mais vous inquiétez pas, comme je le disais avant, il y a énormément de cash qui a été généré également. Donc ici, ils réinvestissent énormément dans le business pour pouvoir changer ça. Donc actuellement, donc avril, mai, on est début mai, hein, ils sont à moins 23,6 millions de earning, donc de earning, c'est-à-dire de net loss, quoi. Maintenant, allons voir Solana. Qu'est-ce qui se passe sur Solana? Solana, à avril 2025, moins 290 millions. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Solana a déjà été rentable en swap? Okay. On va remonter au tout début. Donc on a un peu plus d'historique. La décembre 2021, pas rentable, pas rentable, pas rentable, pas rentable. Après, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Ok, donc je vous le dis, je ne veux pas tout faire. Vous allez pouvoir aller le regarder, c'est sur Token Terminal. Mais Solana n'a jamais été rentable. Alors on va dire que c'est normal parce que dans son cycle de vie, il a encore besoin de hype pour générer du cash. Et regardez ce qui se passe là, c'est que on va le prendre dans ses meilleurs jours. Vraiment, on va le prendre dans ses meilleurs jours. Ici, il a capté 197 millions, mais derrière, ils vont cramer pratiquement le triple
Bon, le double, allez, pratiquement enfin, plus que le double. Là, pareil, 121 millions captés, derrière 490 millions cramés. Alors qu'ils n'ont, depuis 2021, sur l'historique qu'on a, ils n'ont jamais été rentables. Il y a vraiment un problème là-dessus, hein, un vrai un business, je dirais physique, qui existe dans le monde, ça finit au goulag, ça finit au goulag, clairement. Mais c'est juste incroyable en termes d'expense, c'est ce qu'ils peuvent dépenser en termes de, alors qu'ils n'ont jamais été rentables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils bénéficient, enfin, ils profitent en fait des cycles de hype. Donc, ils sont constamment en train de chercher une nouvelle façon de générer du cash, mais ces façons-là sont temporaires, notamment avec les mêmes coins, notamment avec c'était principalement avec les mêmes coins. Donc, en janvier 2025, ils ont généré donc du coup 252 millions, mais derrière, ils ont cramé le double. Voilà. Donc, Solana n'a jamais été rentable, guys. Et ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, le prix du jeton se désapprécie tout simplement parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui prennent leurs profits et qui ont du jeton qui ont touché vraiment pas cher. Et comprendre ça, un bilan financier à travers des chiffres clairs pour prendre des décisions éclairées. Faites ce que vous voulez. Donc là, je dirais pas, je suis pas en train de faire un combat entre Ethereum et Solana. J'en ai rien à foutre, clairement. Moi, je veux juste investir sur le bon candidat qui peut valoriser mon capital. Aujourd'hui, Solana, sur les 2 points que j'ai évoqués avant, il ne fait pas partie d'une valorisation de capital, selon moi. Pour l'instant, c'est que de la spéculation qu'il y a sur Solana. Et même, j'ai creusé énormément de choses sur Solana. Et clairement, ça pue du cul, clairement. Ça pue du cul en termes d'active users. On peut le voir ici. Il y a énormément d'active users en daily. Mais tout ça, c'est principalement des bots. OK? Principalement des bots. Donc, c'est-à-dire des robots, en fait, qui viennent faire des transactions juste pour avoir des chiffres qui sont énormes, en fait. En monthly, 84,6 millions. 80% de ça, ce sont des robots. Ça a été prouvé. OK? Que vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous demande pas de me croire, lisez juste les chiffres. Hein. Rien qu'ici. Là, ça, c'est des recherches que j'avais fait personnellement et j'avais vraiment demandé à des gars de la fondation Solana qu'est-ce qu'il en est de ça et ils m'avaient confirmé, effectivement. Et donc voilà. Donc deuxième prisme, ben, allez, on va le faire. Un point encore une fois pour Ethereum. Dernier prisme, on va aller voir donc du coup allez, on va en faire un de plus. Je vais nous en donner un de plus et pour vraiment que vous compreniez que Ethereum n'est pas mort. Hein. Il est juste dans son cycle exactement là où il doit être. Troisième prisme, du coup, les data on-chain. Donc, les data on-chain, c'est tout ce qui se passe sur la blockchain. On peut les lire, on peut les interpréter également. Et DeFi Lava le fait très bien. Je vais vous montrer également Artemis, que j'utilise également. Donc, là, on va s'occuper principalement d'Ethereum. OK? Donc, là, en all, on a 127 milliards. Ethereum pèse 70 milliards dans ces 127. Donc, vous faites 127 divisé par 70, ça va vous donner le pourcentage que pèse Ethereum dans la totalité de la DeFi. OK? Solana, ça pèse 10 milliards. Donc, je ne vais pas dire que c'est rien, parce que c'est beaucoup quand même, mais c'est rien par rapport à Ethereum. On peut dire ce qu'on veut sur Ethereum. Ethereum est toujours là. Il pèse 7 fois plus que Solana. Pourquoi? Parce qu'il est sécure. C'est ça qu'on recherche sur un layer 1. Et bon, vous avez compris, moi, j'y crois pas à Solana parce qu'il y a tellement de choses qui ont été, de décisions qui ont été prises à travers Solana qui ne me plaisent pas. Un layer 1 qui promouvoit, enfin, qui promouvoit, qui utilise la scalabilité comme fer de lance, c'est selon moi une hérésie. À layer 1, on ne demande pas d'être scalable. On ne demande pas d'être rapide sur un layer 1. On lui demande d'être sécure et d'être décentralisé.
je ne sais pas si vous connaissez le triangle, le trilemme de la blockchain, mais en haut, on a la décentralisation. Donc, c'est SSD, donc sécurité, scalabilité et décentralisation. Et sur ce trilemme, en fait, Ethereum a choisi la sécurité, la décentralisation d'un côté. Solana, lui, il a choisi essentiellement la scalabilité. Parce que Solana n'est clairement pas décentralisé et il n'est clairement pas sécurisé. Parce que c'est la blockchain qui a été le plus hackée au monde et la blockchain qui a été arrêtée le plus de fois au monde. Donc vous vous connectez un jour, là, tac, Solana, pendant 3, 4, 5 heures, la blockchain a été arrêtée. Oui, ok, ça fait un moment. L'année dernière, ça s'est fait, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais bref, on n'est pas là pour démonter Solana, mais on est là simplement pour regarder des chiffres. Donc en termes de value de TVL, donc la TVL, c'est la confiance que les investisseurs sont capables de placer dans un protocole. Donc imaginez une banque, en fait, une banque où il y a 70 milliards 70 milliards en fait de valeur en fait qui est à l'intérieur. Est-ce que vous allez investir sur cette banque-là ou est-ce que plutôt vous allez investir sur cette banque-là? Donc en soi, voilà, vous prenez vos propres décisions. Il y en a d'autres qui préfèrent investir sur ces banques-là, encore d'autres sur des banques du genre ou des banques qui n'ont pas vraiment de légitimité à gérer du cash. Bref, sur Ethereum, on en est là. ok. Maintenant, on va aller voir on-chain sur Artemis Terminal, donc qui est plutôt pas mal. En termes d'active user, effectivement, comme vous pouvez le voir, Solana est en haut, clairement. Après, ensuite, on a NIR, on a Tron, on a Sui, on a DNB également. Et ensuite, on a Ethereum. Par contre, en daily transaction, on a également Solana qui performe largement au-dessus de tout le monde. Par contre, également en TVL, en TVL, on a du coup un Ethereum qui est loin devant. Et au final, c'est ce qu'on veut. La TVL, c'est ce qui représente la confiance des investisseurs. La confiance, quand tu as confiance en quelqu'un, c'est que tu penses qu'il est fiable, il est sécure. C'est le cas. Et il y a pas mal de chartes aussi également qu'on peut voir ici, mais notamment sur Ethereum qui capte des fees. Donc en soi, ça va être son CA journalier qu'on peut voir ici en fait. Ici, les revenus également d'Ethereum qui va être très important. Donc, c'est la différence entre le CA, les expenses, donc les charges que ça va lui coûter de lancer sa blockchain et les revenus, voilà, c'est le net en fait qu'il va pouvoir toucher. Énormément de valeur également ici, mais voilà, encore une fois, en market cap, ça on va pas le refaire, mais en termes de market cap, on est largement au-dessus. Donc, au niveau des data on-chain, il n'y a rien de flagrant ici. Ça, c'est les inflows, les outflows et les net flows. Donc, c'est ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste au final sur la blockchain. Donc, on voit vraiment en inflow, il y a énormément d'inflows. Il y a 12 milliards sur les 3 derniers mois, 12 milliards sur Ethereum. En termes de sortie, pareil, 12,5 milliards. Et du coup, c'est Ethereum en net flow. On le retrouve tout en bas parce qu'il y a plus de sorties que d'entrées. Il y a 414 millions au final qui ne sont pas restés sur la blockchain. Mais ça fait du volume. Ça fait énormément de volume. Solana, où est-ce qu'il en est, lui? Il en est là. Donc, il y a 1,4 milliard qui rentre, il y a 1,3 milliard qui sort. Donc, ça fait un net flow à 94 millions de cash en fait, qui est resté sur sa blockchain. C'est très, très bien. Mais on reste sur des petits... sur des petits chiffres par rapport au mastodonte, clairement, Ethereum. Donc, effectivement, là-dessus, encore une fois, on a des sorties, des rentrées et sorties qui sont énormes sur Ethereum. On a également les bridges. Qui partent d'Ethereum et qui vont vers, du coup, notamment Base. Base, c'est quoi? C'est Ethereum. Il y a un layer 2 d'Ethereum. Ensuite, ça va où? Ça va vers Arbitrum. C'est quoi Arbitrum? C'est un layer 2 d'Ethereum. Donc, au final, ça reste sur Ethereum. Là, ça, c'est Starknet, pareil, layer 2 d'Ethereum. Là, on a du Solana. Donc, de la partie ici d'Ethereum, il y a 11,3% qui vont vers Ethereum, qui vont vers Solana.
Donc c'est une bonne chose, encore une fois. 10% qui vont vers Polygon, 7% vers Optimism, 2% vers Avax, et ainsi de suite. Donc clairement, où va le cash, ou d'où est-ce qu'il part et où est-ce qu'il va? Ben, clairement, il y a, si on fait l'addition, donc 12,4 plus 27 plus 27, donc 27 et 27, ça fait 50, ça fait 54 plus 12, ça fait 62. 54 plus 2, ça fait 66. Ça fait 66, donc il y a 66% de, des fonds en fait d'Ethereum qui sont captés par Ethereum, qui vont ensuite vers des layers 2 d'Ethereum. C'est simple que ça. Donc non, Ethereum n'est pas mort. Je le dis, voilà, je le dis clairement, et on va voir le dernier prisme de lecture que je vous offre, qui est en bonus, du coup, qui va être donc du coup le prix. Et pourquoi le prix va être une renaissance d'Ethereum, et qui va nous permettre, donc pour ceux qui saisissent et qui vont saisir en fait cette opportunité, vont pouvoir donc, du coup capitaliser, valoriser leurs capitaux. Voilà. Allez, dernier prisme de lecture. Donc les graphiques, on va aller voir directement donc du coup le market cap, donc market cap qui est la capitalisation boursière d'Ethereum, hein, et on va aller analyser ça rapidement. Juste que j'aimerais dire une chose, c'est que si vous ne savez pas lire des graphiques, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de lire des graphiques à partir du moment où vous êtes investisseur long terme. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Faire de l'analyse fondamentale et de l'analyse on-chain, ça va être beaucoup plus rentable que de savoir lire des graphiques pour au final faire des suppositions. Donc, ok, donc, lire un graphique, c'est savoir lire des structures, savoir lire les émotions du marché à travers des bougies rouges et des bougies vertes, à travers des structures. Bref, ici, donc si on reprend ce qu'on avait avant par rapport au life cycle, au cycle de vie en fait d'une crypto. Ici, on a eu donc le premier hype cycle. Ici, là, on a eu clairement un deuxième hype cycle, et on a eu donc du coup un cycle de hype qui s'est détruit, hein, clairement, qui s'est détruit, et la destruction. Dans cette phase-là, ben, on n'a plus de hype. Par contre, on a un revenu qui augmente, et c'est ce qu'on voyait donc là en 2022, comme je vous ai fait remarquer, en octobre 2022, on a passé en fait un seuil de rentabilité en octobre 2022. Donc là, on est en juin. Donc dans ces environs-là, on a passé un seuil de rentabilité sur Ethereum. On a également la partie net loss, le seuil de rentabilité. Au final, la dette qui flanche, donc beaucoup moins de charges en fait à payer au niveau des investisseurs. Donc beaucoup moins de charges égale donc un meilleur revenu. Et une adoption qui s'est faite dans cette partie-là en soi. Dans cette partie-là, on voit une adoption qui a été fulgurante en soi. C'est ce qu'on voit donc du coup sur les inflows, les outflows, et également sur la TVL. Sur le graphique de la TVL, on voit que la TVL augmente de façon croissante, même quand le prix ne donne pas en fait ce que les gens attendent. La TVL, elle grossit, ce qui représente au final 70 milliards sur 127, ce qui est plutôt pas mal quand même. Et donc, cycle d'adoption qui est ici, et là, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que sur les derniers mois, Ethereum galère parce qu'il y a des changements de paradigme. Ils ont essayé des choses qui n'ont pas réussi, bien sûr. C'est pour ça que le prix le prix ne donne pas ce qu'on veut, et vous allez voir qu'au final, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a une structure qui est très intéressante à voir, et qu'on peut voir donc du coup depuis 2022. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce type? Bah oui, effectivement, depuis 2022, depuis le cycle de destruction qu'on a eu, destruction de valeur, destruction du prix, destruction de market cap. Donc depuis ce cycle-là, ça nous a fait un plus bas qui est en soi ici. Donc ce plus bas-là nous annonce une structure. Et cette structure-là, on a déjà cette partie-là qui est le début d'une structure, mais ensuite on a potentiellement un B. Donc un B pour
une correction de cette partie de destruction. Donc, c'est ce qu'on a eu là. Et ensuite, un C qui peut potentiellement venir casser, et revenir au plus bas de 2022 pour venir terminer en fait ce cycle de destruction pour ensuite aller vers le haut et venir potentiellement déjà chercher ici et pourquoi pas, donc du coup, l'ATH. Donc là, je suis sur le market cap. Vous allez voir qu'au niveau du prix, on a la même chose. On a ici le premier cycle de destruction avec un bas qui a été fait à 880, ici en jaune, ainsi qui a continué, une valorisation donc ici à jusqu'à 4100 et quelques. Et ensuite, maintenant, on est à 1700, donc vraiment pas loin des 880, hein, clairement. Il peut descendre en dessous, hein, clairement, des 880. Mais dans tous les cas, ce sera une renaissance sur le prix d'Ethereum. Pourquoi? Parce que de l'Ethereum à 880, c'est une aubaine. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une situation macroéconomique avec Trump, la Chine et tout ça qui est incertaine. Et donc, du coup, les investisseurs gardent du cash de côté. Dans le cas où il y a une grosse descente et pour profiter, donc du coup, pour investir dans ces zones-là, clairement. Et même dans la descente, hein, clairement. Investir dans la descente et pour arriver dans ces zones-là qui seraient vachement intéressantes, notamment sur Ethereum. Donc ça, nous, on l'a prédit donc déjà depuis, hop, ici. Vous pouvez voir, je vous mettrai la vidéo juste là. On a prédit ça ici, que ça pouvait revenir ici. Mais nous, notre coach en lecture graphique, elle l'avait déjà prédit depuis juin 2022. Incroyable. On avait du mal à le croire, mais lui, il a juste lu la structure en sorte. Donc, un A ici, un B ici et un C ici. Et depuis 2022, ici. C'est pas qu'il savait, c'est qu'il y avait des probabilités que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, cette probabilité se rapproche de plus en plus de 100% en fait, en soi. Ok? Donc, voilà, j'espère que ça vous a apporté, ça vous a apporté de la valeur, des choses que vous avez compris, des prismes, surtout des prismes de lecture qui vont vous permettre d'arrêter de juste regarder les prix, mais de savoir analyser les fondamentaux. Et vous pouvez re-regarder cette vidéo si vous voulez. Je mettrai les liens des différents sites que j'ai utilisés. Et abonnez-vous également à la chaîne. Vraiment, s'il y a cette vidéo-là vous plaît et peut-être à votre binôme pour qu'il ait la même information, mettez un like. Mettez-moi également un commentaire sur peut-être une crypto que vous souhaiteriez que j'analyse et partagez-la à un maximum de personnes et notamment à votre binôme crypto. Partagez-la, ok? Donc, let's go, guys. Je vous mets tous les liens en commentaire pour que vous puissiez aller faire vos propres analyses. Soyez souverains, guys. Prenez vos propres décisions et arrêtez de regarder juste les prix. Ciao, ciao!